à toutes et à tous et bienvenue à Des mots et des notes. Je suis sûr que vous vous posez souvent la question de l'origine ou du sens d'un mot musical ou d'une expression musicale. Commençons tout de suite avec le bémol. Vous avez certainement entendu quelqu'un employer l'expression mettre un bémol à quelque chose. Le bémol vient évidemment de la théorie musicale et il sert à modifier la hauteur d'une note. Si vous prenez un piano, vous allez voir que vous avez des touches blanches et des touches noires. Les touches blanches sont les notes standards que tout le monde connaît, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ensuite on recommence, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Et puis pour avoir accès aux différentes touches noires, on va utiliser deux signes modernes, distincts, qui sont le dièse et le bémol. Le dièse a l'effet de monter une note d'un demi-ton, un tout petit intervalle, et puis le bémol a l'effet inverse, il baisse la note d'un demi-ton. Donc pour accéder à une touche noire, vous avez évidemment deux moyens géométriques, on pourrait dire. Soit vous montez d'une note pour arriver à la touche noire, soit vous descendez de la touche supérieure pour arriver à la même touche noire. Donc par exemple, un Do dièse, où la touche noire précisément entre le Do et le Ré peut s'appeler un Do dièse ou un Ré bémol, c'est pareil, soit vous montez depuis le Do, soit vous descendez depuis le Ré. Ces deux signes pourraient avoir la même origine ou une origine commune, mais nous allons voir qu'il n'en est rien. Un des signes vient de l'Antiquité et le second signe, lui, vient du milieu du Moyen-Âge. Commençons par le mot dièse, puisqu'il est plus facile à définir. Le mot dièse vient du grec diésis, et puis par la suite du latin, qui a gardé la même prononciation, et il signifie dans la théorie grecque antique, ça veut dire grosso modo 3 siècles avant Jésus-Christ, il signifie un tout petit intervalle, soit le plus petit intervalle possible, soit un demi-ton. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous avez différents auteurs qui utilisent ou définissent différemment ce diésis. Alors chez Pythagore, ça peut être un demi-ton, et puis chez Aristoxène, ça peut être une valeur un peu plus petite qu'un demi-ton, le demi-ton étant la brique la plus petite que nous avons aujourd'hui en Occident pour écrire la musique qu'on entend tous les jours autour de nous. Ce mot diésis va s'appliquer à la fin du XIVe siècle à un signe qui existe déjà, qui est celui du dièse, donc les deux traits parallèles tracés en croix. Et donc on va appliquer un ancien mot qui vient des Grecs à un signe déjà existant pour une nouvelle réalité musicale. Si le dièse est donc un signe que l'on ajoute devant une note pour le modifier, le bémol ne fait pas partie du tout de cette même catégorie. Le bémol, à l'origine, nous allons le voir, c'est vraiment une note et non pas un signe qui modifie cette note. Alors pour définir le bémol, il faut parler brièvement de la musique dans laquelle on le voit naître, c'est-à-dire le chant grégorien durant le Moyen-Âge. Cette musique grégorienne s'écrit très facilement avec les touches blanches du piano, donc avec le diatonisme. Il n'y a quasiment jamais de problème, sauf à un endroit qui s'appelle le triton et qui produit ce qu'on appelle le diabolus in musica, le diable dans la musique. C'est un intervalle extrêmement dissonant qui est donc interdit dans la théorie et la pratique musicale, donc il faut à tout prix l'éviter. Pour noter les notes durant cette période, une des solutions, c'est évidemment de réutiliser ce qu'on avait à disposition de l'héritage grec, donc de l'Antiquité, en utilisant les lettres de l'alphabet grec, comme vous pouvez le voir ici. Mais assez rapidement, certains théoriciens vont utiliser les lettres latines qui sont en vigueur à l'époque, durant le Moyen-Âge. Et donc, au lieu des anciennes lettres, on va inventer un nouveau système qui utilise les lettres latines A, B, C, D, E, F, G pour signifier la hauteur d'une note. Dans ces lettres latines de A à G qui identifient des hauteurs précises, on va trouver deux formes pour la lettre B, afin d'éviter justement ce triton, ce diabolus in musica. On va avoir soit un B rond ou B rotundum ou un B carré, un Ré quadratum. Vous pouvez voir ici un exemple tiré d'un traité ancien de Guido d'Arezzo, qui est un des théoriciens de cette façon d'écrire la musique avec des lettres latines. Et vous voyez ici que vous avez A, B, C, D, E, F, A. Et puis vous avez deux B. Entre le A et le C, il y a ce fameux B arrondi et ce B un tout petit peu
carré. Vous voyez évidemment, pour ceux qui lisent la musique, que là derrière se cache déjà le bémol et le bécard moderne. Vous voyez ici une autre présentation de cette échelle musicale. C'est ici sur la gauche avec A, B, C, D, E, F, G. Et puis on recommence A et vous avez le bémol et le bécard avant le C. Guido d'Arezzo, l'auteur du traité que j'ai mentionné tout à l'heure, est aussi connu pour être l'inventeur du solfège moderne. En réalité, il a inventé le système Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, des notes modernes qu'on a aujourd'hui, et puis aussi l'utilisation d'une portée à 4 lignes pour noter la musique. Auparavant, on avait souvent la musique qui était notée sur une ligne ou qui n'était simplement pas notée, simplement avec des signes au-dessus du texte pour savoir si la voix devait monter ou descendre. Et dans les préconisations de Guido d'Arezzo, on a l'utilisation de 2 couleurs différentes pour les lignes, une en rouge et une en jaune, qui indiquent justement l'emplacement de ce fameux B rond ou B carré, et donc pour éviter d'avoir des tritons dans la musique. Alors vous voyez ici un extrait d'une de ces portées, avec en rouge la ligne pour le F et puis en jaune la ligne pour le C. Il y a évidemment eu d'autres tentatives d'utilisation des lettres pour signifier les hauteurs des notes. Vous avez par exemple le système AP qui utilise donc toutes les lettres de l'alphabet depuis A jusqu'à P et qui signifie des hauteurs. On va trouver différents systèmes pour identifier aussi ce si bémol ou ce si bécard qui est un emplacement toujours délicat dans la théorie musicale. Soit vous pouvez avoir l'utilisation d'un I normal et d'un I en italique, ou alors comme vous le voyez ici, on peut avoir un B pour le si ou sa forme inversée, c'est-à-dire la lettre Q qui ne fait normalement pas partie du système AP puisque la lettre Q vient après le P. Alors évidemment, chanter des mélodies sur les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, etc., c'est pas très facile, ou en tout cas c'est pas très didactique, et donc c'est là qu'intervient Guido d'Arezzo avec son système Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Il va simplement plaquer des syllabes faciles à chanter sur différents intervalles. Alors pour un musicien d'aujourd'hui, vous voyez évidemment le problème, vous avez 7 hauteurs différentes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis, vous avez seulement 6 syllabes à disposition, Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Juste une parenthèse, le Ut est devenu Do par la suite, mais c'est resté quand même, par exemple, Beethoven peut écrire une symphonie en Ut mineur, etc. C'est une étiquette qui est restée dans le langage musical, mais au Moyen-Âge, on utilisait Ut et pas Do. Ça vient de l'hymne à Saint-Jean-Baptiste utilisé par Guido d'Arezzo pour fonder son système de solmisation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, le solfège ancien a ce nom-là, solmisation. Alors, comment faire pour faire rentrer le système de l'échelle des hauteurs, codé par des lettres A, B, C, D, E, F, ainsi de suite, que vous voyez ici, avec un système de syllabes Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, qui contient donc une syllabe de moins que de notes. Ce que va faire Guido d'Arezzo, c'est proposer 3 hexacordes différents. Donc hexacorde, ça veut dire 6 notes. Et en réalité, vous allez devoir recommencer à certains endroits au milieu de la gamme, entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, à un endroit sur le Fa ou sur le Sol, vous allez recommencer à dire Ut. Et ça, c'est ce qu'on appelle la solmisation. Dans la théorie médiévale, il y a donc 3 hexacordes, un hexacorde naturel, un hexacorde dur et un hexacorde mou, où on trouve aussi en latin l'hexacorde durum et l'hexacorde mollum. L'hexacorde naturel commence sur la note Do, et donc vous allez avoir Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, qui correspond aux notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Vous avez l'hexacorde dur qui commence sur la note Sol, mais ces notes Sol, La, Si, Do, Ré, Mi ne vont pas s'appeler Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, puisque le Si n'existe pas, hein, je vous le répète, et donc vous allez chanter ces notes Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, mais en partant du Sol. Et puis on a un troisième hexacorde qui existe, c'est l'hexacorde mou, qui lui part du Fa, et donc vous allez chanter, au lieu d'avoir Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, vous allez chanter ça Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Vous voyez ici que vous pouvez avoir un Si qui est chanté Mi et puis un Si qui est chanté Fa dans les 2 hexacordes dur et mou. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un chapitre de la théorie musicale qui est extrêmement complexe et compliqué, mais grosso modo, vous avez 2 systèmes. Vous avez un système de claves qui est donc ces lettres
A, B, C, D, E, ainsi de suite. Et puis vous avez un système pour chanter qui est donc les voces ou les voyelles qu'on utilise pour chanter ut, ré, mi, fa, sol, la. Ces deux systèmes sont réunis pour donner la gestion des hauteurs durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Vous voyez ici un tableau tiré d'un traité de Hermann Finck qui présente les deux choses. Donc vous avez une colonne sur la gauche qui présente A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite, donc les lettres. Et puis, à côté, vous avez les différents hexacordes ut, ré, mi, fa, sol, la, ut, ré, mi, fa, sol, la, ut, ré, mi, fa, sol, la, ainsi de suite, que vous pouvez débuter sur 3 notes, chaque fois sur la note Do, sur la note Fa, sur la note Sol. Ce sont donc des hexacordes mobiles. Et puis, vous voyez ici que vous allez retrouver le B pour le Si à un endroit, s'il est dans l'hexacorde mou, et puis le B carré, qui est sur l'hexacorde dur. Et donc c'est aussi ça qui va donner le nom du bémol, puisque le B se retrouve dans l'hexacorde mou, autrement dit molle en allemand, et donc bémol, c'est simplement cette idée du B arrondi ou du B qui se trouve dans l'hexacorde mou. Ça donne donc le nom bémol en latin, en allemand, et puis ça passe évidemment dans la langue française par la suite. Je peux vous montrer un deuxième exemple d'échelle musicale avec de nouveau ce B arrondi et puis ce B carré que vous voyez ici pour identifier soit le Si bémol, soit le Si bécard. Vous voyez donc que le dièse est un mot extrêmement ancien qui vient de l'Antiquité grecque et qui a été appliqué à un signe devant une note, alors que le bémol, comme on l'a vu, est vraiment une note. C'est une note qui fait partie de l'ensemble de la gamme qui peut être un bécard ou un bémol. On a donc affaire à deux catégories de signes différents et à deux origines différentes du signe. Après ce parcours un tout petit peu compliqué dans la théorie médiévale, vous voyez donc que le bémol est la version baissée de cette note, le B, en opposition au bécard. Et donc cette fameuse expression mettre un bémol à quelque chose signifie baisser de ton dans ses propos, dans ses actes, ou bien atténuer une affirmation, tempérer ses paroles, ou bien réduire ses exigences. On a donc cette connotation de baisser quelque chose, baisser de ton, baisser d'exigence dans le langage musical et également dans le langage de tous les jours. Merci de votre attention et à bientôt.